deux invités avec nous ce soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Chéniaud est avec nous, le directeur de la recherche de Generali Investments. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Eric Venel de nous accompagner également. Bonsoir Eric. Bonsoir, vous êtes directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. On attend normalement Benoît Vesco qui va nous rejoindre, directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management. Parlons des banques centrales et de leur impact sur les marchés aujourd'hui, les marchés obligataires d'un côté, les marchés actions de l'autre. L'actualité immédiate, c'est évidemment la réunion de la Réserve fédérale américaine. Vincent, dans un monde des banques centrales où les choses bougent très très vite, on le voit d'ailleurs avec des banques centrales, on va dire secondaires, du monde développé, Banque du Canada, Banque d'Australie, Banque néo-zélandaise également, peut-être la Banque d'Angleterre également cette semaine. Bref, la normalisation s'accélère. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'on attend du discours et des décisions de la Réserve fédérale américaine demain soir ? Alors, la Fed, selon toute vraisemblance, va annoncer les détails de son tapering, donc la réduction des achats obligataires. Je pense que le consensus se situe autour d'une réduction de 15 milliards par mois. Vous savez qu'ils achètent aujourd'hui 120 milliards par mois, donc on réduirait de 15 milliards tous les mois, ce qui fait que vers la mi-2022, on en aurait fini de l'assouplissement quantitatif. Et la question est de savoir si les hausses de taux suivraient rapidement. Et le marché, maintenant, clairement penche du côté d'un processus d'annulation du QE plutôt plus rapide, avec des hausses de taux qui suivraient rapidement. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir si la Fed essaie de lutter contre ces tendances. La BCE, la semaine dernière, et Mme Lagarde a essayé de contrer ces anticipations de hausse de taux du marché, avec assez peu de succès, puisque après le discours de Mme Lagarde, les taux implicites ont plutôt eu tendance à continuer de monter. Donc voyons si la Fed aura plus de succès. Ce qui est certain, c'est que les banques centrales entrent dans un environnement qui est très compliqué pour elles. On sait que les banques centrales sont bien équipées pour manager la demande. Aujourd'hui, on fait face à un choc d'offres au niveau, bien entendu, de la chaîne d'approvisionnement globale. On a parlé beaucoup de puces électroniques, par exemple, mais également au niveau de l'énergie, avec une forte hausse du prix de l'énergie. Ce sont des chocs d'offres qui sont très compliqués pour les banques centrales parce que ça implique davantage d'inflation. Mais même si les banques centrales agissent avec des hausses de taux, par exemple, il n'est pas clair que ces hausses juguleraient rapidement les pressions inflationnistes et au contraire, ça pourrait précipiter un ralentissement des économies. Donc, en général, les banques centrales sont mal armées face à ces chocs d'offres et ça crée une certaine incertitude et beaucoup de volatilité autour de ces meetings parce que le marché ne sait pas exactement à quoi s'attendre. On peut faire le match BCE-Fed, mais bon, je comprends que Christine Lagarde ait cherché à repousser le pricing de marché qui nous dit que la BCE pourrait être en position de monter ses taux peut-être dès la fin d'année prochaine. Du côté de la Réserve fédérale américaine, dans quelle mesure est-ce que Jérôme Powell va chercher à repousser justement ce pricing de marché ou au contraire peut-être à guider le marché vers quelque chose de plus équilibré autour de l'inflation en l'occurrence? Voilà, alors les chiffres d'inflation restent très élevés aux États-Unis et clairement, de ce point de vue, la Fed a beaucoup plus de pression que la BCE. L'inflation reste plus basse en Europe qu'aux États-Unis. Ce qui peut inquiéter la Fed, c'est que les détails des derniers chiffres d'inflation ne sont pas rassurants. En l'occurrence, la composante loyer ou équivalent loyer via le prix des maisons a accéléré. Et en général, il y a une certaine inertie autour de ça, à savoir que cette inflation probablement va rester pour les 6 prochains mois. Et donc ça va empêcher une baisse sensible de l'inflation aux États-Unis. On peut penser que sur les 6 prochains mois aux États-Unis, on aura des chiffres d'inflation, CPI, autour de 5% ou au-dessus de 5%. Donc ça devient de plus en plus difficile de parler de transitoire. Et donc effectivement, la Fed est sur une ligne assez difficile. Et le risque, clairement, ce que le marché est en train de pricer, c'est que les hausses de taux viennent plus tôt, avec éventuellement 2 hausses de taux dès l'année prochaine, comme semble le croire le marché.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Eric, là, ce grand virage des banques centrales qui semble s'accélérer quand même ici et là? Je voudrais juste reprendre. Effectivement, il y a eu un problème non seulement d'inflation, effectivement, qui peut être un peu moins transitoire, mais il y a aussi un problème de croissance. Parce que finalement, si les goulots d'étranglement et si toutes les pénuries d'offres finalement font arrêter la machine, qui a une forte croissance, finalement, vous avez un problème de ralentissement avec une inflation. Donc, non seulement vous aurez à juguler l'inflation, mais vous aurez à prendre une décision sur est-ce que vous privilégiez la croissance ou l'inflation. Donc, c'est vous dites qu'elles vont devoir choisir, les banques centrales, entre le risque à la baisse qu'il y a sur la croissance et le risque à la hausse qui perdure sur l'inflation. Oui, il va falloir choisir son camp. C'est pour ça que je pense que la Fed ne devrait pas donner trop d'indications sur la hausse des taux, parce que tant qu'on n'aura pas pérennisé cette croissance, parce qu'on sait bien que la demande est très forte, mais comme vous venez de le dire justement, l'offre, elle essaye de suivre à la face à elle une demande forte. Sauf que elle a des problèmes simplement d'approvisionnement et de faire le job. Donc si la machine s'enraye et que finalement la demande finit par s'estomper parce qu'elle n'est pas satisfaite, vous avez un problème de croissance. Je ne vais pas revenir au fond de cette inflation, mais le danger il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la croissance peut freiner. Donc une remontée de taux, ça ne serait pas forcément très opportun non plus. Donc je pense que la Fed ne devrait pas dire grand-chose sur les taux. Il ne faut pas qu'elle s'engage trop, là, vous dites, à ce stade. Voilà. Le moins elle s'engage, le mieux c'est pour elle. Ouais. Bon. Maintenant que c'est carré, elle va normaliser avec le tapering, mi-2022, on est tranquille. Et plusieurs fois, j'ai entendu qu'elle dise « Vous inquiétez pas, ça veut pas dire derrière qu'on aura une hausse de taux systématique. » Je pense que pour moi, j'en suis arrêté là. C'est-à-dire que je normalise. Et après, on verra si, l'inflation et les croissances. Benoît Vesco donc, nous a rejoint, je le disais, directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management. Bonjour Benoît. Bonsoir. Je crois que vous avez compris où on en était. Juste d'actualité. Oui, on parle des banques centrales. L'idée étant que le virage s'accélère peut-être un peu plus encore que ce qu'on imaginait. On parlait de banques centrales un peu secondaires, mais qui ont déjà marqué un peu les esprits. Alors là, c'est la Fed. Donc effectivement, une institution qui peut-être prend un peu plus de précautions que d'autres banques centrales. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, là, au moment où se tient la réunion du comité de politique monétaire? Non, mais c'est bien ce qu'on disait là sur le plateau. C'est-à-dire qu'il faut que la Fed montre qu'elle a la main, quelque part, et qu'elle maîtrise la situation. Évidemment, et on le disait là, on ne peut pas annoncer des choses trop à l'avance et trop directives, mais il faut qu'elle communique. Et qu'elle montre qu'elle est vigilante. Il y a quelques indicateurs comme ça. Quand on regarde les anticipations du marché sur les hausses de taux futures, on est maintenant à 2-3 hausses de taux directeurs aux États-Unis en 2022. On est au moins à une en zone euro. C'est probablement un peu trop. Et donc, c'est une alerte pour les banques centrales. De la même manière, quand on regarde les indexés à inflation, on est remonté sur l'inflation anticipée autour de 3 aux États-Unis, en tout cas un petit peu en dessous, mais on se rapproche, proche de 2 aussi en zone euro. Donc ça montre qu'il y a un changement côté marché sur lesquels les banques centrales doivent être attentives et doivent montrer qu'elles sont vigilantes et qu'elles ne vont pas laisser déraper l'inflation. Mais comme on le disait, pourquoi derrière il faut être vigilant? Parce qu'il ne faut pas laisser déraper les taux. Ce serait totalement contre-productif vis-à-vis de la croissance. Donc là, il y a un travail de communication. C'est une période qui est pas facile, qui est toujours un peu délicate. Il y a une période de communication où il faut montrer qu'on a les armes pour, et elles les ont, les banques centrales, entre la réduction du tapering et dans un deuxième temps, les taux directeurs, il y a tout ce qu'il faut pour faire les choses. Et il faut trouver le bon rythme. Évidemment, le bon rythme, elle ne le connaît pas pour le moment. Il va falloir qu'elle s'adapte au fur et à mesure. Donc pour le moment, le marché va un peu vite en besogne probablement, mais ne panique pas. D'ailleurs, quand on regarde les mouvements des pentes sur la courbe des taux obligataires, on a bien cette hausse des taux côté court, 2 ans, 5 ans. On a eu ces derniers jours plutôt une stabilisation des échéances les plus longues, voire une légère baisse. Ça montre que le marché se dit il va y avoir des hausses de taux courts. Il pense probablement qu'il va y en avoir un peu plus que la réalité, mais il est globalement rassuré sur la maîtrise des banques centrales à moyen terme en se disant les banques centrales ont les moyens de maîtriser l'inflation. Donc c'est un message qui est
qui est une alerte, mais qui n'est pas non plus grave ou inquiétant, parce qu'il n'y a pas ce dérapage-là. C'est intéressant, Vincent, effectivement, la manière dont Benoît décrit les mouvements sur les courbes de taux. Donc, sur la partie courte, effectivement, ça se tend, parfois très fort. Hein. Sur les temps à 2 ans, sur les taux à 2 ans, on a des mouvements parfois assez violents, en tout cas pour des parties aussi courtes sur la courbe. Et puis... plus les banques centrales avancent dans leur communication ou dans leur décision de normalisation, plus les parties longues, voire très longues, commencent à s'aplatir. Le 10 ans américain est arrivé péniblement à 1,70 et on se retrouve maintenant à 1,55. En l'occurrence, c'est pas très bon signe, cet aplatissement. En général, ça traduit un certain pessimisme sur les perspectives. Donc je crois qu'il faut plutôt s'en alarmer. Je rappelle que la courbe 5,30 en euros la semaine dernière s'est aplatie de plus de 20 points de base. C'est le genre de flash de développement qui n'est pas très rassurant. Alors certes, il y a des débouclements de positions. Clairement, les investisseurs prennent les profits ou sortent des positions de pontification qui étaient liées à des banques centrales très attentistes à un moment où l'inflation décollait. Ces positions sont retournées. Mais fondamentalement, ce n'est pas un très bon signal. Je dirais qu'on est dans un environnement particulièrement incertain pour au moins 3 raisons. D'abord, le choc d'offre, on ne sait pas combien de temps il va durer. Et je pense notamment à l'énergie, puisqu'on a beaucoup d'interrogations sur la transition énergétique et ce qu'elle pourrait impliqué en termes de hausse des prix de l'énergie. Il y a 1 mois et demi, Vincent, sur ce plateau, vous disiez c'est peut-être le perfect storm là sur l'énergie. Voilà. C'est peut-être la tempête parfaite. Et là, en l'occurrence, on a une nouvelle légèrement meilleure depuis quelques jours, notamment depuis vendredi, et l'annonce que la Russie va nous livrer davantage de gaz naturel. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais on est quand même un peu inquiet sur ce qui pourrait se passer cet hiver. Donc, première incertitude. Le deuxième, c'est comment est-ce que les banques centrales gèrent le choc d'offres. On l'a dit, croissance, inflation. Comment manager ces deux objectifs, ça va être difficile. Puis troisièmement, on ne sait pas comment les banques centrales comme la Fed et la BCE, qui ont désormais des nouveaux mandats, des nouveaux objectifs, comment ils vont se comporter dans ce nouvel environnement. Ça ajoute une incertitude supplémentaire. L'incertitude sur les marchés financiers, ça se paye par des primes de risque. Et aujourd'hui, on est en train de voir les taux 3, 4, 5 ans qui montent. Le marché est en train de, effectivement, repricer le cheminement des taux courts des banques centrales, mais ce n'est pas forcément des anticipations pures. Ça peut traduire également des primes de risque parce qu'on a beaucoup d'incertitudes. Ce qui est remarquable, et vous le soulignez, c'est que les marchés d'actions, eux, continuent à battre des records. Le risque, c'est qu'avec cet aplatissement notamment qui envoie des signaux un peu inquiétants, les marchés d'actions commencent à être un petit peu moins vigoureux. D'une certaine manière, si j'essaye de résumer un peu la schizophrénie des marchés et des obligataires, c'est de dire aux banques centrales, il faut que vous soyez un peu plus vigilantes que vous ne l'êtes sur l'inflation immédiate des 12-18 prochains mois. Et en même temps, je sais très bien qu'en tant qu'obligataire, si je demande aux banques centrales d'agir plus vite sur l'inflation, je sais très bien que derrière, c'est une croissance qui va forcément revenir peut-être sur cette idée de stagnation séculaire dans laquelle on a vécu pendant 10 ans. Voilà, donc on est sur un chemin de crête qui est quand même assez dangereux et pas facile à traverser pour les banques centrales. Eric, effectivement, les indices actions sont au plus haut. Alors, je crois que techniquement, on n'a pas battu le record historique du CAC 40 Cash qui était monté à 6944 points début septembre 2000. 1935 en clôture, il fallait. Voilà, donc bon, on est quasiment sur ce record historique du CAC 40, mais c'est vrai partout, aux États-Unis bien sûr, et puis je citais les actions mondiales, le MSCI World, qui est lui aussi au plus haut historique. Vous êtes à l'aise avec cette idée-là aujourd'hui, Eric ? Je suis désolé, mais oui. Mais non, mais... En fait, je suis à l'aise parce que... On a le droit de l'assumer, Eric. Pour cette situation-là, c'est-à-dire que, vous le savez, ça fait plusieurs fois que je suis convaincu qu'on a dans un... C'est pas anormal que les indices actions, je parle bien des indices, soient au plus haut historique là aujourd'hui. Non, mais il n'y a pas de piège. Non, mais j'entends bien. Ça me choque pas, et je suis pas en train de tout vendre. Voilà, la réponse, elle est là. Bah oui. Parce que, encore une fois, j'ai devant moi une demande forte qui va être alimentée par de l'épargne, et puis j'ai une offre, un secteur qui a été protégé, mis sous cloche pendant la crise du Covid, qui est prêt à repartir. Les deux sont en train de nous donner des taux de croissance très très forts. J'ai quand même un souci microéconomique
Ça, c'est macro. Bon, donc si ça n'arrête pas s'il n'y a pas un problème d'offre finalement, parce qu'ils n'arrivent pas à fournir, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et ralentir. Mais moi, je pense que le scénario, c'est qu'on est parti sur de la croissance et de l'inflation, qui est pour moi le meilleur des scénarios. Bon, voilà, c'est dit. J'ai quand même toujours l'idée de reflation quand même. Oui, là. bien sûr. D'accord. Oui, même si par phase on passe par différentes étapes psychologiques dans le marché. Mais bien on sûr. est en déflation, les prix baissent. J'achèterai que demain parce que je gagnerai 2-3% parce que les prix auront baissé. On va vers un environnement inflationniste. Enfin, voilà. Ouais. Après, je parle pas d'une inflation de 10%. Inflationniste avec une hausse des taux. Des prix régulières qui allègent tous ceux qui ont emprunté, c'est mécanique. Et comme on est dans une société dans un environnement où tout le monde est emprunteur, donc ça allège tout le monde. Et par-dessus le marché, vous avez une forte croissance parce que vous avez une dynamique de croissance, parce que vous avez devant vous des investissements considérables, que ce soit transition énergétique, ce qu'on n'avait pas il y a 1 an et demi, tout simplement. On était dans un environnement de baisse des prix, on ne savait pas où investir, dans une morosité absolue. Et là, voilà. Bon, j'enlève le problème macro. Le problème maintenant micro, c'est que là, aujourd'hui, je suis soulagé à l'heure qu'on parle parce que les résultats sont là. Et parce que le Q3 est bon. Mon interrogation, c'est le Q4. C'est-à-dire, avec 3 mois où vous avez une incertitude sur le prix de l'énergie, une hausse de prix de l'énergie, l'impossibilité de se faire acheminer vos intrants, l'impossibilité de le vendre, l'impossibilité d'augmenter vos prix. Quid dans 3 mois de ces 3 mois de fin d'année? Pour moi, la vraie interrogation, ça sera début d'année. Est-ce que je pars... tant que je n'aurai pas une vision de mon Q4, je comprends. J'aurai pas une vision de mon Q1, Q2, Q3 de 2002. Vous voyez. Voilà. Donc, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, je suis à l'aise avec ça parce que j'ai sélectionné les entreprises qui s'en sortent dans cet environnement. Mais vous dites, d'une certaine manière, on n'a peut-être pas encore le plein effet dans les comptes des entreprises de ce qui est en train, de ce qui est arrivé, de ce qui s'est aggravé peut-être même au cours de ces dernières semaines et de ces derniers mois. Pour moi, l'heure de vérité, ça sera plutôt ce qui sera passé dans les 3 derniers mois de l'année. Benoît, est-ce que c'est rationnel que les indices actions soient au plus haut historique? Il y a eu un peu de trouble en septembre. La baisse s'est finie très très vite début octobre et depuis ça n'a été qu'une reprise continue pour les grands marchés d'actions développés. En fait, c'est ce qu'on disait, il y avait ce test du Q3 qui était quand même important pour les marchés, puisqu'on voit bien qu'on rentre dans une phase, après l'effet rattrapage, on rentre dans une phase où on essaie de voir si les entreprises tiennent ces marges, tiennent ces résultats et force est de constater qu'ils sont de bonne facture. Une bonne nouvelle aussi dans ces résultats, c'est qu'on voit de plus en plus d'entreprises qui arrivent à passer des hausses de prix. Ce qui me rend un peu plus rassuré peut-être pour la deuxième phase, le Q4, c'est qu'on voit que les entreprises ont cette marge. Pourquoi ? Alors, parce que, en fait, on est dans un choc d'offres, que la demande est là, qu'il y a des réserves d'épargne, des réserves d'investissement qui n'arrivent pas à s'exprimer encore suffisamment et que donc les entreprises, en contrepartie, arrivent à passer des hausses de prix. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle et c'était une des inquiétudes du Q3 qui me rend plutôt potentiellement assez optimiste pour le Q4 et qui devrait probablement poursuivre dans cette tendance-là. Non, on va le vérifier, il faudra le vérifier évidemment. Et après, on se projette sur 2022 dans une logique à court terme de réserve de dépenses du côté des ménages, du côté des investisseurs, parce qu'il y a ces dépenses qui n'ont pas pu s'exprimer au cours de ces derniers mois. Et vous êtes convaincu toujours qu'au moins une partie de ces dépenses qui n'ont pas pu s'exprimer, comme vous dites, Benoît, va pouvoir s'exprimer à l'avenir? Ou est-ce qu'au contraire, plus le temps passe, plus le sujet inflationniste devient bruyant, médiatique, politique, plus, malgré une épargne abondante, plus les comportements de consommation se retrouvent un peu déprimés d'une certaine manière? Alors on ne sait pas à quel rythme ces épargnes vont se dépenser. On ne sait pas à quelle vitesse. On voit que ça prend du temps, mais pour plein de raisons qui ne sont pas uniquement dépendantes des consommateurs ou des investisseurs. Mais oui, généralement, quand il y a de l'épargne, il est quand même plus facile quand on a de l'épargne de le dépenser que de le garder. Ou alors il faudrait des éléments extrêmement inquiétants, ce qui est quand même pas le cas non plus pour le moment. On n'est pas dans une situation qui amène les épargnants à se dire il y a un grave problème. On
sort de crise, certes, mais on en sort. Et on réouvre. Alors on réouvre plus lentement, on réouvre avec de manière un peu chaotique par moment. On voit bien qu'il y a dans certains pays par moment des relents de confinement ou autre. Mais tous ces montants-là vont s'exprimer à un moment donné, même si on n'a pas la clé du rythme, ne serait-ce que parce que du côté des plans de relance, on a des montants qui sont gigantesques et qui vont petit à petit, plus ou moins lentement. On voit bien qu'aux États-Unis, c'est compliqué, que ça prend du temps, mais ils sont là pour durer. Donc il y a le réservoir de court terme qui est l'épargne. Alors court terme, c'est plusieurs trimestres probablement. Et puis le réservoir de long terme, les plans de relance qui vont soutenir sur beaucoup plus longtemps et qui vont permettre aussi aux investisseurs de se projeter. Donc là-dessus, on n'a pas de... Alors, on ne dit pas que les marchés sont complaisants, on n'a pas ce sentiment-là. On pense que les marchés regardent la réalité, que les résultats sont bons, que les entreprises arrivent à bien gérer des situations, même s'il y a des moments de blocage, qu'elles passent les hausses de prix. Donc tout ça est plutôt satisfaisant et donne quand même plutôt un bon sentiment. Maintenant, c'est vrai que on est rentré dans un nouveau rythme qu'on attendait depuis cet été en fait. On est rentré dans un nouveau rythme de marché où les entreprises font face maintenant à... Alors c'est pas le business as usual encore. On est encore dans quand même encore un phénomène de rattrapage, mais on n'est plus dans cette réaction qu'on a eue après le confinement majeur. Le risque sur les marges des entreprises, Vincent, comment vous l'évaluez là ? Est-ce que les EPS, est-ce que les bénéfices par action projetés par les analystes et par le marché pour 2022, est-ce qu'ils sont en risque aujourd'hui avec des effets sur les marges qui sont peut-être pas encore très visibles d'ailleurs du côté des entreprises ? Le seront-ils plus demain ? Oui, je pense qu'ils sont en risque. Les anticipations sont un peu optimistes. On est un peu plus prudent, nous, sur les profits des entreprises. Donc je partage l'idée que il y a un effet retard et que les marges, les profits pourraient commencer à ralentir sensiblement sur le quatrième trimestre. Donc on n'est pas alarmiste, mais il y a un certain optimisme sur cette question qui nous rend quand même plus prudents. Et en l'occurrence, alors je partage l'idée que les marchés actions ne sont pas sur des niveaux délirants. En l'occurrence, si on regarde ce qui s'est passé depuis 3-6 mois, avec les résultats exceptionnels qu'on a eus pour T2 et ensuite les très bons résultats pour T3, on a des multiples actions qui, en l'occurrence, ont reculé tellement les profits étaient bons. Le marché est moins cher aujourd'hui qu'il y a quelques mois. Il y a 6 mois. Alors même que les taux longs réels sont, eux, restés sur les points bas. Et je veux vraiment insister sur le point. Autant les anticipations d'inflation ont beaucoup remonté, notamment au mois d'octobre, autant les taux réels, eux, sont restés extrêmement bas. Et ça demeure pour nous un indice de valorisation absolument essentiel. Si demain ou dans l'avenir, les banques centrales montrent les dents de façon beaucoup plus nette et qu'on voit les taux longs réels se tendre, là, je pense que les actions seront sérieusement chahutées, d'autant que les anticipations de profit pourraient être vues à la baisse sur ces questions de marge, mais également sur les questions de ralentissement, puisqu'on voit bien que les PMI, par exemple, manufacturiers, ont probablement atteint leur pic. Et donc, il va falloir, en 2022, gérer cette recrue, cette décrue des indices cycliques. Donc, on continue à attendre des performances positives à moyen terme sur les actions, mais quand même, la fin d'année pourrait être plus chahutée avec des banques centrales qui commencent à montrer les dents, notamment la Fed, et ce risque cyclique qui persiste. Si la Fed commence à montrer les dents, comme vous dites, Vincent, est-ce que la BCE pourra résister, retarder encore un peu plus longtemps le moment où il faudra qu'elle montre les dents peut-être un jour ? Et si on a ces normalisations un peu désynchronisées, est-ce que ça va s'exprimer d'une manière ou d'une autre dans les marchés ? Oui, alors évidemment, quand on a une désynchronisation des politiques monétaires, on pense tout de suite au marché des changes. Même si l'euro nous semble bon marché à moyen terme, à court terme, il est quand même exposé à cette désynchronisation. Vous avez mentionné un certain nombre de banques centrales, Australie, Canada, Norvège, Angleterre, enfin Royaume-Uni, maintenant la Fed. La BCE va être en retard. Il est très clair que la BCE donc, va interrompre son plan PEPP en mars 2022, mais probablement ils vont reverser une partie des achats vers le plan APP pour éviter un effet falaise trop brutal. Et ils vont continuer à lutter contre ces anticipations de hausse des taux prématurés. Donc, la BCE continuera d'acheter, par exemple, les émissions nettes des États en 2022.
On peut avoir à peu près cette grandeur en tête. On a eu un écartement assez sensible des spreads Italie-Allemagne récemment, sur l'idée que la BCE, Madame Lagarde, a quand même n'a pas vraiment convaincu le marché sur ce changement de politique. Mais également, on a l'idée que la distribution des achats pourrait être sensiblement différente. En l'occurrence, sur tout ce qui est souverain, on pourrait avoir davantage d'achats de papier européen. Vous savez qu'avec le plan de relance, on a beaucoup d'émissions d'institutions européennes, supranationales, et éventuellement un peu moins d'achats domestiques. Donc ça, c'est un facteur pour les spreads. Et on pourrait avoir en proportion des achats d'obligations privées qui restent relativement élevés. Donc ces deux secteurs, Europe et obligations privées, pourraient plutôt mieux résister. Sur les obligations nationales, elles sont quand même exposées à un changement dans la composition des achats et la réduction au total quand même des achats, même si la BCE continue d'acheter à partir de mars 2022, clairement elle achètera moins. Rendez-vous en décembre pour la Banque Centrale Européenne qui doit encore apporter toutes ces précisions aux investisseurs d'ici la fin de l'année. Regardez les gars, en fait, la question c'est le marché au plus haut. Donc on part de l'analyse micro, enfin macro, après micro, et très très vite on dit en fait et les Fed et les banquiers centraux en fait. Mais c'est typique en fait du problème c'est-à-dire que si les banquiers centraux se tiennent bien comme on pense qu'ils vont se tenir, tout va bien. Mais sauf que on sait que c'est pas simple pour elles, donc on espère juste qu'elles vont pouvoir gérer la période difficile. Voilà. Et si elles gèrent cette période difficile, enfin pas simple pour elles, la réponse est tout va bien. Parce que en fait, même si on baisse les BPA, enfin si vous avez la croissance, c'est pas très on fera un arbitrage, comme les banquiers centraux. On fera un arbitrage entre croissance et puis profit. Et je voulais juste rajouter aussi quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises aujourd'hui sont prêtes à payer les salaires un peu plus élevés pour avoir leurs employés. Parce qu'en fait, il y a aussi un problème évidemment de travail. Donc, du coup, le consommateur, il ne se trouve pas piégé par un pouvoir d'achat comme on pense aujourd'hui tout de suite. Et alors, finalement, il y a inflation, donc est-ce qu'il y a perte de pouvoir d'achat ? Il peut y avoir un moment vertueux, vous voilà, dites. Exactement. La question ne se pose pas si, dans la tête des chefs d'entreprise, elles sont prêtes à augmenter parce qu'elles en ont besoin, pas forcément par pure philosophie, mais parce qu'elles en ont besoin. Donc, j'ai l'impression qu'on est dans un cercle vertueux si les banquiers sont... Oui, il y a un chemin pour que le scénario soit vertueux. Comme il faut. J'entends bien. Même un dernier élément, il faut aussi, mais je pense qu'on a beaucoup moins de doutes là-dessus, que les gouvernements continuent à être le plus souple et le plus laxiste possible, ce qui nous soutiendra aussi. Mais ça je pense qu'on n'a pas trop de doutes là-dessus, ils vont continuer à l'être. On a quand même un petit virage en matière de politique budgétaire néanmoins. Enfin, je veux dire, on ne va pas reproduire les déficits Covid en permanence non plus. Non, mais on voit bien, notamment en zone euro, où on était sous la houlette de l'Allemagne les plus vertueux, on voit bien que ce sujet-là est maintenant quand même un peu mis de côté, même si on n'a pas encore exactement toutes les données côté Allemagne, on voit bien que ce sujet est de côté. Pas la deuxième erreur. Voilà. Donc ça, c'est un point aussi important. À propos de gouvernement, Benoît, qu'est-ce qui pourrait faire que la COP26 en cours à Glasgow ne soit pas totalement un rendez-vous manqué ? Il y a beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de déclarations, évidemment, et d'engagements. C'est toujours pareil. Il faudra les voir sur le temps, et c'est difficile, sur le coup, de faire le tri. Il est clair que la finance aussi doit être au rendez-vous. C'est-à-dire que c'est un vrai sujet. La finance, on est face à des enjeux sociétaux majeurs, transverses, qui touchent tout le monde, qui touchent toutes les entreprises. C'est pas uniquement l'entreprise qui fabrique des énergies renouvelables qui est concernée. C'est toutes les entreprises qui doivent évoluer dans leur modèle. Et là, la finance, elle a un rôle à jouer. Ça ne doit pas être juste de l'affichage. On voit bien les premiers mini-scandales de greenwashing qu'il y a eu notamment aux États-Unis. DWS, voilà. Bien sûr. BlackRock aussi. Une gérante ISR m'a dit c'est peut-être le Dieselgate de la finance verte. C'est un vrai sujet. J'espère que c'est. Est-ce que vous êtes au rendez-vous des promesses ESG ? Voilà. Et ça, ce sera essentiel.
pour l'ensemble de la société, parce que la finance doit être le relais de tous ces financements qui sont nécessaires pour se réinventer. Donc ça, c'est si on n'a pas la finance, on ne peut pas faire ces changements essentiels. Alors évidemment, il faut que tout aille en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une réglementation qui évolue très vite et qui nous pousse, et c'est normal. Il y a aussi du côté des entreprises un certain nombre d'éléments et de critères qu'on doit avoir pour nous être capables de faire le tri, de décider, de prendre les bonnes décisions, de faire les bonnes analyses. Ça aussi, c'est en train de se mettre en place. Donc tout ça est en train de bouger très vite, en fait. On a plutôt le sentiment que ça bouge dans le bon sens, que ça va assez vite. Et il va falloir être capable, du côté des financiers, de se doter d'outils, de se doter de capacités d'analyse. Du côté des entreprises aussi, de réfléchir à son modèle économique. Voilà, donc tout ça est en train de se mettre en place. C'est aussi une formidable opportunité pour le marché financier. Et vous dites, Benoît, parce qu'on en a beaucoup parlé la semaine dernière de l'étude du Carbon Disclosure Project, donc je rappelle, société ONG, spécialisée dans la mesure de l'intensité carbone des entreprises, des portefeuilles de gestion collective et des indices sur les marchés également. Bon, bref, en screenant 16 500 fonds dans le monde, c'est plus d'un tiers du marché global de la gestion collective, ils constatent qu'il y a à peine quelques dizaines de fonds qui sont réellement alignés aujourd'hui sur la trajectoire 1,5 jusqu'à 2 degrés recommandés par le GIEC. Si le CDP refait l'étude dans un an, rassurez-moi, les résultats seront quand même supérieurs à ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Oui, là, il faut... C'est pas 150 fonds sur 16 500 alignés sur la trajectoire 1,5 qui feront que les choses bougent. Non, et puis on voit bien, on en a un chez nous qui... Félicitations, qui très bien. Et on voit bien le niveau d'exigence qu'il faut avoir. Ouais. Et alors évidemment, ça ne tient pas qu'aux investisseurs, ça tient aussi aux entreprises à faire ces changements-là. C'est pour ça que le monde global de l'investissement doit évoluer, et doit évoluer vite. Et donc, charge aux entreprises, parce que certaines font des efforts, mais ne les communiquent pas suffisamment. Donc, charge aux entreprises de communiquer bien et de faire évoluer leur modèle, et charge aux investisseurs de se mettre en ordre de bataille pour trouver les bons critères d'investissement. Donc voilà, mais c'est une révolution, mais qui est passionnante, parce qu'elle est porteuse de performance aussi. Est-ce qu'on entre dans une phase un peu d'accélération de cette finance verte et durable, qui existe depuis longtemps, les critères ESG, mais j'ai l'impression qu'on atteint presque une crise de développement. C'est-à-dire, il y a même un peu de désespoir peut-être à regarder. Voilà, je cite encore une fois l'étude du CDP, mais on peut regarder ailleurs. On a le sentiment, on se dit, tout ça pour ça. Non, évidemment, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Je vais paraître probablement comme étant un peu morose ce soir, mais je partage pas vraiment votre optimisme. Je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur la COP26. On sait qu'on n'est pas du tout dans les clous des accords de Paris de 2015. La trajectoire de 1,5, on n'y est pas. On est plutôt aujourd'hui sur une trajectoire de 2,7. Ouais. Donc la question de la COP26, c'est est-ce qu'on va avoir des engagements forts de la part des États pour effectivement converger vers ce scénario ? Malheureusement, je n'en suis pas certain. Il y a d'autres, on parle beaucoup, mais il y a d'autres enjeux. Comment est-ce qu'on va mesurer le succès de la COP26 ? On peut parler de la taxe carbone, par exemple. On est assez avancé, nous, en Europe, on a la chance d'être assez avancé sur ce sujet-là. Mais il faut que ça devienne quelque chose de global, avec notamment un mécanisme d'ajustement aux frontières. Et pour l'instant, il y a quand même beaucoup de résistance. Il y a des sujets également, les pays émergents, par exemple. On s'est engagé à soutenir les pays émergents dans cette transition pour 100 milliards par an. Est-ce qu'on va s'y tenir, voire faire davantage ? Donc on parle beaucoup, mais pour l'instant, on n'est pas du tout dans les clous. Vous avez cité cette étude de la CDP, qui est assez déprimante, mais qui reflète en réalité une réalité économique sur le terrain. C'est-à-dire que les fonds ne peuvent acheter que ce qui est disponible. Et en l'occurrence, la très grande majorité d'entreprises n'est pas du tout dans les clous sur la trajectoire. Donc de ce point de vue-là, vous dites que la finance n'est que la résultante finalement de la réalité de l'économie et du modèle économique tel qu'il fonctionne aujourd'hui. La réalité politique, la réalité économique, effectivement. Donc le monde de la finance doit mettre la pression, effectivement, sur les États, sur les entreprises, mais peuvent difficilement avancer plus vite que l'économie réelle elle-même.
Ouais, dans l'étude du CDP, voilà. Seule une entreprise cotée sur 10 aujourd'hui est alignée sur une trajectoire 1.5 et toutes les entreprises en Europe sont loin de communiquer et délivrer leur scope 1, scope 2 d'émissions. Donc de ce point de vue-là, il y a encore beaucoup de données manquantes, effectivement, dans l'univers d'investissement qui vous concerne, qui nous concerne. Eric ? Non, mais la finance doit être proactive, en fait. Parce que, bon, autant les États peuvent s'engager, enfin, bon, c'est longtemps. Enfin, il y a d'un côté le politique, côté l'économique. On ne peut pas jouer sur le politique, de toute façon ils feront ce qu'ils veulent. Donc, bon. Par contre, là, nous, on est dans la finance. Donc, je pense qu'on doit avoir une démarche proactive et non pas rester comme on est. Enfin, là, on est dans une espèce d'inventaire où on parle, on est dans une espèce de semi-révolution où, lorsqu'on analyse une société, il ne faut pas regarder que le bilan, mais il faut tout là. OK. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. En fait, il faut aider le consommateur et à partir du moment où vous aiderez le consommateur à choisir, vous pourrez influencer les entreprises. Je suis d'accord qu'un fonds, c'est une somme d'entreprises. OK, bon, si vous voulez agir sur les entreprises, c'est-à-dire qu'il faut attirer les capitaux. Si vous attirez les capitaux, vous pouvez les donner par levée de fonds aux entreprises qui seront concernées. Donc, pour attirer les capitaux, il faut avoir un discours clair à l'investisseur, enfin à l'épargnant. Aujourd'hui, on mélange les choux et les carottes. On ne devrait pas parler de ESG, on devrait parler de fonds impact. C'est-à-dire, c'est ce qui commence à exister à travers la réglementation SFDR, par exemple, si je comprends bien, Eric. Je connais pas. Enfin, les articles 8, 9... Oui, mais avec les entreprises que vous avez sélectionnées, vous avez un impact sur bouger les choses, en fait. Voilà, simplement. C'est-à-dire que c'est non pas elle se comporte bien, ou elle a un plan de carbone, voilà. Les deux sont bien, mais vous devez savoir où vous mettez les pieds. C'est-à-dire auquel cas, lorsque vous avez un fonds d'impact, vous pouvez, l'épargnant peut accepter une moindre rémunération dans un premier terme. Non, mais on a essayé de le faire et on y est arrivé dans un fonds immobilier impact comme ça. Ouais. Mais dès lors que vous expliquez qu'est-ce que vous faites de l'épargne de votre épargnant, voilà, eh bien, vous avez une volonté, vous pouvez avoir des capitaux et vous les transmettez aux entreprises. Là, c'est ça qu'il faut avoir. Sinon, vous n'arriverez à rien, en fait. On va s'arrêter là pour ce soir, messieurs. Le sujet de la COP26 étant trop vaste pour être bouclé en 15 secondes qui nous restent. Non, mais c'était important d'en dire un mot. On va prolonger la discussion avec le sujet des infrastructures dans un instant. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Éric Venet, directeur général et directeur de la gestion de Montbleu Finance. Vincent Chéniol, directeur de la recherche de General Investments. Et Benoît Vesco, directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management.